Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte absolument fondamental de la philosophie occidentale, le Discours de la méthode de Descartes. Et ce n'est pas juste un vieux livre de philo, c'est une œuvre qui a littéralement redéfini la manière dont on cherche la vérité, qui a complètement changé les règles du jeu du savoir. Je pense, donc je suis. Voilà, tout le monde connaît cette phrase, elle est partout. Mais ce qu'il y a derrière, c'est une véritable révolution intellectuelle. On va voir que Descartes, avec ça, il n'a pas juste trouvé une vérité, non. Il a découvert un point de départ, un socle tout neuf pour reconstruire toute la connaissance humaine. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Et surtout, comment il en est arrivé là? C'est tout le propos du Discours de la méthode. Faut pas voir ça comme un traité super austère, Publié en 1637, c'est presque une autobiographie intellectuelle, le récit d'un homme seul face au doute, qui décide de tout remettre à plat pour trouver quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Et c'est ça qui est intéressant. On connaît tous la phrase, mais on ignore souvent le projet immense, le projet révolutionnaire qui est derrière. C'est un peu ça, l'aspect méconnu de ce livre si célèbre. Déjà, premier point, super important, il écrit en français, pas en latin. À l'époque, c'est un geste fort. Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas qu'aux universitaires et aux théologiens. Non, il parle à tout le monde. Et ce discours, en fait, c'est une sorte de préface, une introduction à des essais scientifiques bien concrets. C'est une proposition radicale. Il nous dit, voilà une nouvelle façon de penser. Et il le fait en racontant sa propre histoire, son propre cheminement, presque comme une fable pour nous servir d'exemple. Bon, mais pour comprendre pourquoi il a eu besoin de tout ça, de créer une nouvelle méthode, il faut revenir un peu en arrière. Il faut comprendre la crise, la véritable crise du savoir qu'il a traversée. Parce que, même avec la meilleure éducation de son temps, il s'est retrouvé complètement perdu, rempli de doutes. Il faut s'imaginer un peu le tableau. Descartes sort d'une des meilleures écoles d'Europe, le collège jésuite de la Flèche. Il a tout étudié, les langues, la philo, les sciences. Et à la fin, son sentiment, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on lui a appris, ça ne repose sur rien de solide. C'est comme si tout son savoir était construit sur du sable. Et sa déception, elle est totale. La philosophie, on lui promet la vérité et il ne trouve que des débats stériles où personne n'est jamais d'accord. Les mathématiques, là il y a de la certitude, de l'évidence. Mais il a l'impression que personne ne s'en sert pour construire quelque chose de plus grand. Quant à lire les grands auteurs du passé, c'est intéressant, mais ça ne lui donne pas un guide pour avancer dans le présent. Bref, partout où il regarde, c'est l'impasse. Alors, face à ce constat d'échec, que fait-il? Il prend une décision, mais une décision radicale. Il décide de tout jeter, de faire table rase de tout ce qu'il a appris pour tout reconstruire de zéro sur des bases saines et solides. C'est un geste d'une audace intellectuelle assez incroyable pour l'époque. Et il utilise une image qui est très parlante, celle de la ville. Il dit que le savoir de son temps, c'est comme une vieille ville, construite au petit bonheur la chance au fil des siècles, avec des ruelles tordues, des maisons qui s'appuient les unes sur les autres, c'est un chaos. Ce qu'il veut, lui, c'est raser tout ça et reconstruire une ville nouvelle, avec un plan rationnel, des rues bien droites. Il lui faut un plan d'architecte, mais pour la penser. Et ce plan, c'est sa fameuse méthode en 4 règles. C'est simple, c'est clair, c'est une sorte de boîte à outils pour bien penser. Première règle, l'évidence. On accepte comme vrai que ce qui apparaît à l'esprit de façon tellement claire qu'on ne peut absolument pas en douter. Deuxième règle, l'analyse. Face à un problème complexe, on le découpe en autant de petits morceaux que possible. Troisième règle, la synthèse. On repart des éléments les plus simples et on remonte petit à petit vers les plus compliqués. Et enfin, la quatrième, le dénombrement. On vérifie tout, on fait des revues complètes pour être sûr de n'avoir rien laissé de côté. C'est tout, mais c'est une révolution. Ok, les outils sont là. Maintenant, au travail. Et Descartes commence par appliquer la toute première règle, celle de l'évidence, mais avec une rigueur extrême. C'est ce qui va le mener à l'expérience la plus connue de sa philosophie, le doute. Il va donc décider de rejeter, de considérer comme faux, tout ce dont il peut douter ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle le doute hyperbolique, un doute exagéré. Pour bien comprendre, il donne l'image d'un panier de pommes. Si on a peur qu'il y ait une pomme pourrie qui risque de contaminer toutes les autres, le plus simple, c'est de vider tout le panier, d'examiner chaque pomme une par une et de ne remettre dedans que celles dont on est absolument certain qu'elles sont saines. Son doute, c'est ça, une méthode de tri radicale. Et alors il commence son grand tri. D'abord, les sens. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Non, parce qu'ils nous trompent parfois. Donc, exit les sens. Ensuite, le monde qui nous entoure. Est-ce qu'on est certain de ne pas être en train de rêver? Il n'y a aucune preuve absolue, donc le monde matériel, on le met de côté aussi. Et il va encore plus loin. Il imagine un malin génie, une sorte de démon super puissant qui passerait son temps à nous tromper sur tout, même sur 2 + 2 = 4. Là, plus rien ne semble tenir debout. À ce stade, la question est vertigineuse.
Après ce nettoyage par le vide, est-ce qu'il reste quoi que ce soit? Si on ne peut faire confiance ni à nos sens, ni à notre corps, ni même aux vérités mathématiques, est-ce qu'il y a une seule, unique chose qui soit absolument certaine? Et c'est là, au moment où tout semble s'effondrer, qu'il a son intuition géniale. Il se rend compte que pendant qu'il s'efforce de penser que tout est faux, il y a une chose qu'il ne peut pas nier. C'est que lui, qui est en train de penser, il est, il existe. Pour douter, pour être trompé, il faut bien être quelque chose. Et voilà, on y est. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. C'est ça, la toute première certitude. C'est le rocher indestructible qu'il a trouvé au fond de l'océan de doute. L'acte même de penser prouve l'existence de celui qui pense. C'est son point d'Archimède, le seul point fixe à partir duquel il va pouvoir maintenant reconstruire tout le reste. Attention, parce que le cogito, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début, c'est la fondation. Maintenant, il faut reconstruire les murs. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'on passe de la seule certitude « j'existe » à une connaissance fiable du monde qui nous entoure? Eh bien, pour Descartes, la réponse passe par Dieu. Mais avant de se lancer dans cette grande reconstruction philosophique, il a un problème très pratique. Il faut bien continuer à vivre au quotidien. Pendant ce grand chantier intellectuel, il ne peut pas rester sans aucune règle de conduite. C'est pour ça qu'il met en place ce qu'il appelle une morale par provision. Une sorte de code de conduite temporaire, fait de règles de bon sens, un peu comme on loue un logement provisoire pendant qu'on construit sa maison définitive. Alors comment il reconstruit tout ça? Son raisonnement est assez célèbre. Étape 1, il a sa fondation, j'existe comme une chose qui pense. Étape 2, il regarde en lui-même et il y trouve une idée bien particulière, l'idée d'un être parfait, l'idée de Dieu. Étape 3, il se dit « Moi, je suis imparfait, je doute, comment une idée de la perfection absolue pourrait-elle venir de moi ?» Sa conclusion, c'est que cette idée n'a pu être mise en lui que par cet être parfait lui-même, donc Dieu existe. Et ça change tout. Parce que si Dieu existe et qu'il est parfait, il ne peut pas être un malin génie, il ne peut pas être trompeur, ce serait une imperfection. Et c'est là la clé de voûte de son système. Dieu devient le garant que, lorsque notre raison conçoit une idée de manière claire et distincte, comme les vérités mathématiques, eh bien cette idée est vraie. Dieu est le pont qui nous permet de passer de la certitude de notre propre pensée à la certitude que le monde extérieur est connaissable. Et voilà comment, en partant d'un simple doute personnel, Descartes a complètement retourné la table. En plaçant le « je pense » au centre de tout, il a, d'une certaine manière, inventé la philosophie moderne. Tout son projet, c'est un appel à penser par soi-même, à ne rien accepter sans l'avoir examiné. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour terminer. Au fond, quelle est la toute première certitude, le cogito personnel, sur lequel chacun d'entre nous construit sa propre vision du monde?